Bonjour à tous, eh bien c'est déjà vendredi, c'est l'amorce du week-end, c'est le dernier ZCL de la semaine, mais ne vous inquiétez pas, lundi on revient. Bonjour Mendy. Bonjour Danick. Bonjour Marie-France Gougeot. Bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur Jalton. Bonjour Danick. Voilà, c'est parti pour le ZCL de ce vendredi 13, c'est un jour bénéfique semble-t-il, et c'est la raison pour laquelle on a souhaité recevoir Éric Jalton, maire des Abbayes, mais aussi président de Cap Excellence. On va recevoir un peu plus tard Gladys Democrite qui va parler un peu du problème des taxis, parce que vous savez, depuis quelques jours, les taxis de la région pointoise sont en colère. Elle nous expliquera tout à l'heure pourquoi. Et puis Isabelle Flandrina de Nice viendra nous parler d'une manifestation qui se tiendra à Milan. Ce sont des artisans guadeloupéens qui vont se déplacer dans une foire artisanale internationale. Et cette fois-ci, c'est à Milan. Voilà un petit peu le sommaire de nos invités pour l'actu. C'est Mendy et c'est tout de suite. Merci Danick et bienvenue à tous à ce journal donc de ce 13 octobre. Voyons ce qui fait l'actualité. Et hier étaient réunis les conseillers régionaux pour la 4e plénière de l'année pour d'une part adopter le budget supplémentaire 2017 mais également pour discuter sur l'après-Maria. Nous verrons également justement le nettoyage du côté de Poussette au Gosier. Une délégation s'est donc mise en place de manière à éliminer toute source de danger liée à éventuellement la chute d'arbres fragilisés. Et enfin nous terminerons avec cette action de Pli Belle Larry, action de solidarité, action menée avec l'ordinaire, la marque patrimoniale maintenant de la Guadeloupe. Nous verrons tout à l'heure la fameuse canette de Pli Belle Larry. Merci Mendy, qu'on va retrouver tout à l'heure vers 13h pour le journal. Pour l'heure, nous allons nous entretenir, je vous l'ai dit, avec l'ex-député, mais toujours maire des Amis, président de Cap Excellence, Éric Jalton. Et pour tout de suite, comme d'habitude, c'est sa bio, rapidement tracée par Marie-France Gougeot-Edna. Et puis après, on passera en question d'actu. Marie-France. Alors Éric Jalton, vous êtes né en 1961, vous êtes né aux Abîmes, vous êtes allé au collège Massabielle jusqu'en 4e. En 4e, vous êtes parti à Paris pour suivre vos parents et vous y avez suivi donc vos études et vous avez décroché un doctorat en chirurgie dentaire. Nous sommes en 1987. Vous êtes également, pendant que vous êtes étudiant, vous êtes également membre de la section PS du 19e arrondissement et membre d'SOS Racisme. Dès la fin de vos études, vous rentrez d'Ardar en Guadeloupe parce que l'île vous manque et vous vous installez, non pas n'importe où, mais précisément auprès du cabinet de votre père, c'est-à-dire tout près de la maison familiale. Votre papa qui vous a beaucoup marqué, vous dites notamment qu'il vous a inoculé la fibre humaniste. C'était un homme, dites-vous, extrêmement généreux et à titre d'exemple, vous expliquez que quand des patients venaient au cabinet et qu'ils n'avaient pas les moyens de payer, eh bien ils ne le payaient pas et même il lui arrivait de leur donner de l'argent pour aller s'acheter les médicaments dont ils avaient besoin. Et sur le ton de l'humour, vous dites que la maison regorgeait à ce moment-là de fruits et légumes, tout droit sortis en fait des jardins créoles et du cœur de ceux qui lui devaient beaucoup. Donc cette empathie, elle vous a marqué. Mais en fait, curieusement, c'est aussi, on serait censé penser que c'est aussi l'homme politique qui vous a inspiré, qui vous a incité à devenir ce que vous êtes. Et vous dites pas forcément. En fait, il y a un homme qui, en 1974, a peut-être changé le cours de votre vie, ou du moins qui vous a incité à vous impliquer beaucoup plus dans le militantisme politique, et c'est François Mitterrand. En 1974, c'est surprenant, vous n'avez alors que 13 ans. Nous sommes pendant les présidentielles, il est face à Valéry Giscard d'Estaing. Et François Mitterrand, il vous surprend parce que c'est un excellent tribun, mais surtout par sa manière qu'il a de s'adresser aux Français, par la manière qu'il a de développer les idées socialistes. Et c'est là où vous vous dites que finalement, vous ferez de la politique. Et vous avez d'ailleurs, une carrière politique très riche. Alors je ne vais pas la développer, ce serait trop long. Je vais simplement en brosser les étapes essentielles. En 1992, vous devenez donc conseiller régional. En 1998, conseiller départemental. En 2002, vous devenez député. Puis en 2008, maire des Abîmes. Il y a 3 ans, vous êtes élu président de la communauté d'agglo Cap Excellence. La qualité essentielle pour vous chez un individu, c'est sa générosité. Le racisme, la cupidité sont ce qu'il y a de pire. Votre meilleur souvenir dans votre vie, c'est la naissance de votre fille Marie en 1993. Votre pire souvenir, c'est le décès de votre papa en 1995, 2 ans plus tard.
s'il y a un seul objet que vous deviez emmener à travers la planète, ce serait une photo de famille. D'ailleurs, dites-vous que lorsqu'un cyclone approche de la Guadeloupe, vous ne vous inquiétez pas trop pour vos biens matériels et immatériels. Par contre, vous prenez soin de protéger vos photos de famille et tous les courriers de vos proches. Alors Éric Jalton, je vais commencer par vous poser une première question qui est une question d'actualité. Récemment, la CRC a rendu un rapport extrêmement critique sur la manière dont les collectivités en Guadeloupe géraient leur budget. Vous êtes à la fois maire des Abîmes et président d'une collectivité d'agglo. Est-ce que vous trouvez que ce rapport est objectif, au contraire bien trop dur? L'objectif, c'est sûr que les collectivités territoriales, locales, les communes notamment, mais aussi les établissements publics de coopération intercommunale comme Cap Excellence, ont forcément des difficultés à joindre les deux bouts, du fait même de la configuration de leur budget, puisque le budget a une part de fonctionnement qui est bien souvent hypertrophiée, que nous avons à faire face aux 40% des fonctionnaires, de paiement des fonctionnaires, et donc forcément, sans que les dotations arrivent en compensation de cette part de fonctionnement. Ce qui n'existe pas pour les autres collectivités sur le territoire français. Donc déjà, nous sommes handicapés par cela. Hein, et quand on sait aussi le coût d'approche de beaucoup de matériaux, de matériel, de véhicules, etc., dont on a besoin pour le fonctionnement de la commune, aussi, non seulement pour le fonctionnement, mais aussi quand il s'agit d'investissement, donc le surcoût des investissements qui ne sont pas pris en compte forcément dans les dotations que nous recevons. Donc nous avons forcément, dès le départ, nous, collectivités des Outre-mer, plus de mal à gérer aussi bien en fonctionnement qu'en investissement, dépenses d'investissement, travaux généralement, nos collectivités. Donc c'est pas surprenant que nous ayons plus en difficulté qu'ailleurs sur le territoire français. Nous ne sommes pas plus mauvais gestionnaires ou plus bons gestionnaires que les métropolitains. Donc c'est une solution inextricable. Alors, enfin, c'est une situation inextricable. C'est un fait, il faut faire avec, il faut que les collectivités, il faut que le pouvoir central tienne compte de ces réalités et nous accompagne pour pouvoir compenser ces handicaps structurels. Éric Jalton, dans le portrait qui a été bossé de vous, on a parlé de François Mitterrand, j'ai envie de dire votre fascination pour ce grand homme politique français. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous êtes toujours socialiste aujourd'hui? Oui, je suis socialiste par conviction, par état façon d'être. Hein. Je pense que j'ai toujours été socialiste. Vous n'avez pas de carte? Puisqu'on vous avait écarté jadis. Je suis plus au Parti socialiste, je l'ai été initialement. J'ai pris mon congé pour pouvoir me présenter aux élections législatives, parce qu'on avait investi quelqu'un d'autre qui n'était pas socialiste. Mes responsabilités, j'ai été d'ailleurs élu en 2002. Et ensuite, je suis revenu au Parti socialiste, naturellement. Mais ensuite, j'ai été exclu parce que j'avais, suite à 2009, pris position en 2010 pour présenter une alternative au niveau régional au sortant qui est un socialiste, Victorien Lurel. Donc on m'a exclu, Manu militariste du Parti socialiste. Vous n'êtes plus jamais revenu, vous ne revenez plus. Je ne suis plus dans aucun parti. Alors je disais il y a quelque temps, parce que j'ai assisté à plusieurs assemblées générales de la FRAPP, je disais numériquement c'est le plus grand parti de la Guadeloupe. Est-ce que ça l'est toujours? Est-ce qu'il a autant d'influence? Est-ce qu'ils étaient au-delà des abîmes? C'est vraiment la question, parce qu'au moment, j'ai même cru que ça allait basculer devenir un parti guadeloupéen. Non, jamais. Mais on est très nombreux, hein, en termes d'encartés, nous sommes très très nombreux, des milliers. Hein. Oui. Et voilà, donc en cela, effectivement, on est comparable à un parti au niveau guadeloupéen. Ça, c'est en termes de nombre. Oui. Mais notre vocation, c'est plus le territoire abîmien. Et on n'a pas dérogé à cela jusqu'à maintenant. D'accord, Marie-France. Alors quand on lit votre portrait au niveau sur le site de l'Assemblée nationale, on voit que vous êtes étiqueté à la fois socialiste, républicain, écologiste. Est-ce que ça vous définit bien ou est-ce qu'il faudrait d'autres encore qualificatifs? Non, ça va. C'est bien, la République est attachée aux valeurs de la République. Socialiste pour les idées, pour l'humanisme, le partage des richesses, l'égalité des chances, les rapports nord-sud qu'il faut équilibrer. Écologiste parce que nous savons tous cette écologie aujourd'hui, c'est l'enjeu planétaire, c'est la sauvegarde de l'humanité, de son écosystème, c'est la nécessité d'une transition écologique, énergétique, c'est l'urgence écologique qui doit s'imposer à tout le monde, et encore fortiori à un responsable politique.
Alors justement, en parlant d'écologie, au niveau de Cap Excellence, donc depuis quelque temps, il y a des efforts de fait sur le tri sélectif, vous sollicitez la population. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives comme ça, je vais dire peut-être d'autres projets en cours en matière d'environnement durable et notamment d'énergie renouvelable? Au niveau de Cap Excellence? Oui. Nous sommes surtout à cheval sur la nécessité de développer l'éco-citoyenneté, c'est-à-dire au niveau de tout ce qui est tri sélectif, évidemment, nous mettons le paquet. Notre objectif, c'est d'arriver au tri sélectif à domicile, dès l'habitation, dès le foyer, qu'on puisse trier les déchets et ne pas forcément avoir affaire à des déchetteries qui sont à distance des foyers, donc en plus difficile la mise en œuvre de cette politique. Et donc, voilà, notre objectif à moyen, long terme. En attendant, il faut faire face à nos obligations en matière de collecte des ordures ménagères, faire appel à la citoyenneté des gens, l'éco-citoyenneté des gens pour qu'ils puissent nous aider et respecter les dates de dépôt des encombrants au bord des routes, jouer le jeu des déchetteries et participer donc de cette politique de développement durable dans laquelle la collecte des déchets, les ménagers, assimilés, les encombrants ont une part importante. Et c'est la compétence éminente de Cap Excellence. L'une des questions les plus, on peut dire, récurrentes et actuelles en Guadeloupe depuis plusieurs années maintenant, c'est la question de l'eau. Vous le savez, tout le monde est concerné. Ouais. Quelle est aujourd'hui, comment on peut définir la politique de l'eau à Cap Excellence, sachant que vous avez pris quelques initiatives il y a quelques temps et qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'eau a coulé sous les ponts? Cap Excellence a hérité de cette compétence, naguère. Nous avons hérité de la compétence au niveau d'eau d'excellence par rapport au départ de la Générale des eaux. Donc nous l'assumons. Ce sont des dizaines de millions d'euros d'investissement que nous avons fait depuis tantôt. Concernant la rénovation des réseaux, la construction d'ouvrages ou leur consolidation, de réservoirs notamment sur Boisvin, nous allons attaquer bientôt Budan, sur Bémao. La mise en perspective aussi de travaux d'ouvrages encore plus importants de production d'eau comme sur Perrin, qui va nous permettre de limiter le recours, l'achat que nous faisons important de l'eau SIAG, qui est tributaire des désagréments de fonctionnement du SIAG. Donc nous assumons pleinement cette compétence, non seulement aussi en termes de recouvrement, de gestion des facturations, de repérage des lieux où il y a des déperditions d'eau en mettant en place des capteurs, etc. Nous avons une politique, nous la mettons en œuvre progressivement avec les moyens qui nous sont alloués en faisant recours au conseil régional, l'État, dans le cadre d'un plan de progrès que nous passons avec l'État. Nous sommes d'ailleurs précurseurs en la matière pour faire en sorte que nous assumons pleinement notre compétence. Mais est-ce que on peut dire, est-ce qu'aujourd'hui c'est suffisant pour le consommateur guadeloupéen? C'est pas suffisant puisqu'il y a encore des tours d'eau solidaires par rapport aux SIAG qui les pratiquent et dont nous subissons les conséquences. Et c'est pas suffisant, puisque tant qu'il y aura des gens qui n'ont pas d'eau en quantité, en fréquence régulière, on ne pourra pas dire que la politique a réussi. Oui. Mais c'est un processus. Je ne suis pas dénoncer, dire qu'il n'y a pas d'eau à un endroit pour régler le problème. Oui. Il faut prendre du temps, donner du temps au temps, avec les moyens du bord, pour pouvoir, sans avoir recours à l'augmentation du coût de l'eau, d'achat de l'eau par le particulier ou l'entreprise ou l'administration, pour pouvoir y arriver. Donc les démagogues qui font penser qu'il suffit qu'il y ait une gouvernance unique, un syndicat unique, et du jour au lendemain tout le monde aura de l'eau de bonne qualité. Vous n'y croyez pas? Mais non, mais c'est un leurre. Et donc c'est pas là. La solution, c'est que nous puissions, dans le cadre d'un schéma de cohérence entre les différentes structures qui gèrent l'eau, que nous puissions avoir une synergie pour que chacun assume ses responsabilités, s'inscrive dans le contrat de progrès, s'inscrive dans des schémas directeurs comme nous le faisons à Cap Excellence, pour que nous y arrivions. Mais nous avons déjà beaucoup progressé, il faut le voir, le département s'y met, la région veut s'y mettre, veut même prendre en charge toute la compétence, par expérimentation initialement. On verra. L'essentiel, c'est que des investissements, des travaux soient faits, des restructurations soient faites, la modernisation soit faite, et pour ça, Cap Excellence est sans doute première avant-gardiste en la matière. Alors, mais il y a quelques mois, donc, vous avez créé la régie Eau Excellence. Donc, quelle est sa vocation par rapport à Cap Excellence? C'est-à-dire, elle va s'occuper de l'entretien ou est-ce que comment se répartit le gestion, tout ce qui est facturation, recouvrement,
etc. Les petits travaux d'entretien, etc. Mais les gros investissements restent de la compétence de Cap Excellence. Les gros travaux, construction, rénovation de kilomètres entiers de réseau, les travaux lourds, Et là, vous avez relèvent des projets, de là Cap Excellence. Mais c'est complémentaire. Et vous avez des projets, je veux dire, à ce niveau-là? Ah oui, je vous ai parlé, on va faire l'unité de production sur Perrin, qui va nous permettre d'avoir 17 millions de mètres cubes d'eau que nous distribuons à des dizaines de milliers de foyers. Et nous avons pratiquement 13 millions que nous achetons au SIAG. Donc avec le réservoir de Perrin, la modernisation, rénovation des canalisations, d'acheminement de l'eau, on va renverser les choses, c'est-à-dire on produira 3/4 et on sera tributaire que d'1/4 du SIAG. Donc nous avons des gros travaux lourds, évidemment, nous appelons les cofinanceurs à nous aider, à nous accompagner. Et nous mettons en place, avec l'État d'ailleurs, contrat de progrès, les éléments qu'il faut pour cela. Et on Mais peut penser que son rôle, le département doit penser aussi à nous. Oui, on peut penser que l'eau, c'est un chantier essentiel aujourd'hui à Cap Excellence, ou c'est l'un des chantiers? C'est un des plus importants. Plus important, ouais. En termes financiers, en termes d'avenir? En termes financiers, en termes d'avenir aussi, assurément, parce que c'est la vie. Oui. C'est la vie, c'est la base, l'eau, l'électricité, voilà, l'accès à l'emploi. Et tout ça, ce sont des compétences de Cap Excellence. L'accès au logement, à la santé, c'est aussi la compétence de Cap Excellence. Et ensuite vient la culture aussi, c'est notre compétence. On va y arriver tout à l'heure. On a une partie, donc nous sommes pleins dedans, la politique de la ville. D'accord. Ouais, alors, on se souvient qu'à la création de Cap Excellence... Le transport. Aussi, on va en parler justement. Donc quand Cap Excellence s'est créé, le préfet avait fait un peu le forcing en fait, pour que BMAO soit intégré. Oui. Et aujourd'hui, je voulais savoir, donc le troisième vice-président, c'est une femme, c'est le maire de BMAO. Je veux savoir comment se passe cette collaboration aujourd'hui. Excellemment, c'est ma cousine d'ailleurs. C'est question familiale. Oui, c'est ma cousine. Non, c'est pas une question familiale, mais il se trouve que le hasard fait bien les choses. C'est ma cousine, on s'entend très bien. On gère équitablement le SIAG, Cap Excellence, en bon père de famille, mais en famille pratiquement, BMAO à Pointe-à-Pitre, en veillant à ce que les investissements soient bien répartis, que le fonctionnement, l'accompagnement des associations soit réparti équitablement, tenant compte évidemment de la population, mais d'autres critères aussi peuvent intervenir. Donc les choses se passent tout à fait dans un schéma évidemment de cohérence, en privilégiant l'intérêt communautaire, c'est-à-dire l'intérêt de l'ensemble des 3 communes. Mais ça se passe très très bien. Alors pratiquement il n'y a pas d'opposition à Cap Excellence. Bon, il y en avait une avec notre collègue Servat qui était un peu véhément de temps en temps, mais comme il est parti sous d'autres cieux à la députation... ça vous soulage un peu? Il n'y a pratiquement aucune majorité, il n'y a pas d'opposition à Cap Excellence. Toutes les délibérations sont votées à l'unanimité. Chacun dit ce qu'il a dit, le maire de BMAO à son franc-parler, Jacques Bangou également, tout le monde défend ses intérêts, mais tout le monde a une vision communautaire. On va parler un petit peu des transports, puisque ça aussi c'est une compétence de Cap Excellence. Alors, je ne sais pas si c'est une arlésienne ou si c'est une réalité, le fameux tram, on connaît le coût. On sait que l'État français n'a pas mis beaucoup au panier. Où en est-on de ce problème, de ce tram, de ce projet? Est-ce qu'il verra un jour le jour, j'ai envie de dire, ou est-ce que ça restera un projet futuriste? C'est tout, ça met du temps. Les études sont faites, le plan de financement est... Enfin, il est bouclé, le plan de financement? Le coût de financement, c'est près de 300 millions d'euros. Enfin, c'est un gros prix. Nous avons déjà au moins 10% du fait qu'on a été éligible dans un concours au niveau de l'État. Oui. Mais nous avons prévu des emprunts, forts emprunts évidemment. Nous sollicitons la région, aussi des fonds européens, pour pouvoir financer par tranche évidemment ce projet qui doit lier, disons, la mairie de Pointe-à-Pitre, le centre-bourg de Pointe-à-Pitre, à la future zone du CHU, à Perrin, en traversant un peu les abîmes, mais aussi BMAO, en traversant aussi Jarry, en étoile. Donc c'est un gros projet. Et donc il est vital. Il a un agenda, ce projet? C'est un projet qui est guadeloupéen, qui n'est pas uniquement, parce que nous sommes au centre quand même, qu'on le veuille ou non, géographiquement au centre, avec des grands centres importants, l'aéroport, le port, des structures importantes, vitales pour l'ensemble de l'archipel guadeloupéen. Donc il est indispensable qu'il y ait un mode de circulation des personnes qui nous débarrasse
le plus souvent possible de la circulation en véhicule, non seulement qui crée des embouteillages, donc c'est une perte d'activité économique, d'activité humaine, mais aussi qui nous diminue fortement la pollution. Donc on est vraiment dans le développement durable avec ce tram, plus largement le transport collectif en site propre, qui peut être un tram comme nous le souhaitons initialement, mais comme ne le souhaite pas trop le président de région. Mais ça peut être aussi un bus à haut niveau de service, qui est un peu ce qu'il y a de mieux en termes de bus actuellement, qui se fait actuellement sur le marché. Donc, il ne faut pas être obsédé par le tram, mais l'essentiel c'est qu'il y ait du transport collectif en site propre. Oui, alors le tram, il peut avoir un agenda ou pas? Ou est-ce qu'il est encore dans les limbes? Là-bas, il est dans le camp, essentiellement, j'allais dire, de la région. Oui, qui traîne les pieds, c'est ça. Du président de région, qui d'ailleurs gère les fonds européens aussi, qui est l'organe interlocuteur pour accéder aux fonds européens. Donc là, c'est vraiment dans la balle est dans le camp de la région. Donc on attend, comme Seran, on attend. Et on ne voit rien venir, c'est ça? Pour l'instant, mais on espère qu'il donne une vision d'aménagement intelligent du territoire, que la région, sa majorité, son président vont quand même comprendre qu'il est nécessaire que ce dossier puisse voir le jour le plus rapidement possible. Marie-France. Alors justement, toujours en matière de transport, en fait, donc le tram, effectivement, c'est un projet dont on parlait depuis longtemps. Il y a aussi, on parle de temps en temps, revient le projet de transport maritime. Est-ce que à Cap Excellence, vous avez dans vos tiroirs un projet tel que celui-ci, c'est-à-dire, je ne sais pas, un transport d'un point à un autre, tout simplement par la mer? Je prolonge un peu la question, puisque le président de région, précisément, semble s'investir davantage sur le transport maritime que sur le tram. Tant mieux. C'est un projet de cabotage. À l'échelle, ne peut être viable qu'à l'échelle du territoire de l'archipel guadeloupéen. C'est complémentaire. Il n'empêche qu'on puisse circuler à l'intérieur du territoire communautaire dans un mode de transport routier, terrestre. Et aussi en même temps pour accéder à d'autres territoires de l'archipel, prendre le relais par le cabotage. Donc il ne faut pas opposer. C'est pas opposable, d'accord. Je voudrais revenir en. Que pour aller sur. Oui, c'est pas. Pour aller, je sais pas, à l'intérieur des terres abimiennes, ça va être un peu difficile en cabotage. D'aller en bateau, là, puis. Oui, en bateau. On imagine. Et même par tram aussi, d'ailleurs. Et même par tram. Par tram aussi, pour aller dans. Par tram, parce que le tram, c'est l'ossature, hein, c'est le sorte de RER, si on veut, une comparaison. Mais ça n'empêche qu'il y a de toute façon, il faudra des bus classiques, même s'ils sont améliorés, pour accéder dans le fond des terres, dans nos grands fonds, etc. Ce n'est pas le tram qui ira, ni le cabotage. Donc il y a vraiment un réseau, un maillage de ces différents modes de transport, de circulation, de transport des hommes terrestres, des maritimes, qu'il faut mettre maillés. Donc il n'y a pas de contradiction avec le projet régional. Moi, je voudrais revenir en 2009. Vous avez été un des rares élus, en fait, non pas pro-LKP, mais vous avez pris position favorablement sur certains grands thèmes, notamment la jeunesse. Aujourd'hui, 8 ans après, moi, je voudrais savoir, vous, en tant qu'élu, savoir les conséquences, le résultat, ce que vous... Mais c'était formidable, c'était une belle époque, hein, où le peuple guadeloupéen semblait rassemblé. Il y avait une possibilité que la classe politique, la classe entrepreneuriale, le monde économique, les forces vives généralement associatives, la population de base, et oui, ils s'entendent. Mais c'était une occasion manquée, parce il y a des considérations politiques, voire politiciennes qui ont présidé à tout cela, et qui finalement, il y a un accord trompe-l'œil qui a été signé, qui est partiellement respecté. Bon, c'est une belle occasion manquée. Je dirais, moi, pour ma part. On vous a accusé d'être pro-LKP. Est-ce que ça vous a pas plombé pour les élections après? Ah, peut-être. Vous ne regrettez pas? Ah non, pas du tout. J'étais pro-mouvement social. J'étais pour les revendications qui étaient dans ce cas. C'est des revendications. Parce que j'ai bien fait remarquer dans une réunion au World Trade Center que mon programme électoral correspondait à peu près à ceux qui étaient inscrits. Un socialiste, un homme de gauche, en tout cas, ne pouvait pas être contre ce qui était revendiqué. Si. Mais bon, il y a une faisabilité. L'URL n'était pas tellement pour LKP à l'époque, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. L'URL voulait peut-être craigner de perdre un leadership politique à cette occasion. Je pense que c'était un peu sa préoccupation. Je pense que c'était un homme qui était inscrit à gauche à l'époque. Oui.
Donc on a bien vu qu'il y avait un jeu avec Gibelot, le président de l'association des maires, pour un peu mettre de côté le restant de la représentation politique et être des interlocuteurs, j'allais dire, exclusifs des grévistes. Et du gouvernement. Peut-être que ceci explique cela, parce que si nous avions été partie prenante jusqu'au bout, les choses auraient peut-être été davantage consolidées et plus viables pour le reste de l'évolution des choses. Il nous reste quelques minutes pour parler un petit peu de la culture, puisque c'est aussi une des compétences. Il y a plusieurs festivals dans votre aglo, festival pour les enfants, festival de théâtre. Cette année, il n'y a pas d'îlogeage, semble-t-il. Oui, non, nous avons, d'une façon générale, nous avons décidé d'alterner tous les 2 ans, pour des raisons économiques, mais aussi de faisabilité, le festival de jazz, jazz musical, artistique, et le festival de théâtre. Donc on fait un tous les 2 ans et on alterne. Et la conjoncture avec les événements, Maria, tout ça, Irma, par solidarité, on n'a pas le cœur à faire la fête. Oui. Même si on va quand même autoriser quelques manifestations culturelles, il faut quand même que la culture vive, le sport. Mais tout ce qui s'apparente un peu à la fête festive va quand même être... On va faire l'impasse en cette fin d'année. On reprendra la nouvelle année. Par solidarité et respect aussi des victimes et des sinistrés qui sont encore sinistrés, aussi bien à Saint-Martin, les îles du Nord, qu'à la Dominique, que dans le sud Bastère ou à Terre-de-Bas, ou même les Seines plus généralement. Oui, alors j'ai une question, je vais dire, c'est presque une question personnelle, c'est ma curiosité, mais je voudrais... J'ai bien vu que vous étiez curieuse, on m'avait interrogé sur ma biographie. N'est-ce pas? Donc, Félix Proto était d'abord très proche de votre papa. Il a été de mémoire, symboliquement, il était 40e sur votre liste au régional en 2010. 12e. Ah, 12e, pardon. Sur une liste de 40. Ah, voilà. Donc il était présent, donc je veux dire, ça montre quand même le lien que vous aviez avec lui. Et j'étais à l'inauguration, donc c'était au lycée. Ah, sur ma liste à moi? Oui, la liste à moi. Ah oui, il était quand? Je pensais que c'était la liste... quand il avait été élu président de la région, il était à 12e sur la liste de Frédéric Jalton. De Frédéric Jalton, oui, voilà. Ou conduite plutôt par Larry Fla, je crois. Je sais pas. La liste régionale était conduite par Larry Fla, Frédéric Jalton a conduit une liste... à la proportionnelle départementale. À l'époque, c'était le mode de scrutin en Valard. Et c'est Frédéric Jalton qui avait quelque part propulsé, puisque c'était un leader à gauche au Parti socialiste, Félix Proto de la 2e place à la présidence de la région. Donc, effectivement, sous ma liste, à moi, il était en dernière position. En fait, c'est ça, oui. Clôturer la liste. En 2010. En 2010, oui. Donc, symboliquement, en fait, c'est toujours le dernier. Symboliquement, oui. Bien sûr. Mais c'est... Au moment où on a inauguré le lycée aux Abîmes, Félix Proto, vous n'étiez pas là. Pourquoi? Le lycée Félix Proto. Anciennement Providence. Ah, mais tu as une conjoncture, j'étais parlementaire, j'étais peut-être président. C'est pas parce qu'il y a eu... Ah non, pas du tout. Non, je pense pas. Voilà. Nous étions sans doute représentés, non, il n'y a pas de problème. Non. Oui, absolument, vous l'étiez. Ah non, j'ai pas de problème, j'aurais été présent. Quelles que soient les contingences politiciennes, non. D'ailleurs, nous avons même honoré, nous avons été les premiers, d'ailleurs, avant même le lycée, à donner par anticipation le nom du futur centre qui a remplacé la salle des fêtes, détruite par le cyclone Hugo, qui est en pleine rénovation. Livré bientôt, centre culturel, médiathèque socio-culturel du centre, central, du bourg, Félix Proto. D'accord. La bien mérité, c'est un homme de culture qui était ouvert sur la communication, sur la Caraïbe, son environnement. C'était un des principaux premiers responsables politiques qui avait tant la fibre caribéenne. Et communication, un artiste lui-même. On vient de Période Café, c'était son ami, il a beaucoup aidé. Et tout ce beau monde nous manque. Oui, c'est pour ça. Merci pour ma curiosité. Alors, ce qui manque beaucoup aux artistes de la région, c'est le Centre des Arts. Alors, je ne sais même pas quel calendrier prendre pour ce Centre des Arts. Depuis pratiquement une dizaine d'années, il n'arrête pas d'être ouvert, ne pas être ouvert. Quelle est la dernière date d'échéance aujourd'hui? Les artistes pourront revenir. Depuis que je suis président de Cap Excellence, que nous avons pris la compétence du Centre des Arts, qui était à Pointe-à-Pitre, nous avons relancé les travaux. Donc il va ouvrir. Et chaque fois il y a des avenants parce qu'il y a des travaux nouveaux, on se rend compte, les fondations, il y a ceci, il faut refaire, consolider. Et donc nous sommes à 33 millions d'euros, c'est un gros machin. Vous dites parti à combien? 17, c'est ça? Je partis à un peu plus de 2 tiers de cette somme. Donc c'est un tiers de plus. Et donc c'est un bel ouvrage qui a une dimension non seulement communautaire, mais une dimension archipélagique, régionale, voire nationale. C'est pour ça qu'il n'est pas trop tard pour que nous puissions
compter sur les financements de la région, les financements de l'État, ne serait-ce déjà pour le fonctionnement, hein, à défaut de l'avoir fait pour l'investissement. Mais c'est un cadeau que vous a transmis M. Bangou? Ah ben c'est un cadeau qui chiffre, hein. Ah oui, oui. Mais je pense qu'un tel ouvrage ne pouvait pas rester uniquement point 3. Oui. Il avait vocation à entrer dans le giron de Cap Excellence. Même régional, à la limite, c'est la région qui aurait dû gérer un tel ouvrage de cette telle dimension, voire nationalement. Bon, c'est la dernière question avant la pub. Ah. Alors oui, Éric Jalton, je sais qu'il y a, pour finir, donc il y a un sujet comme qui vous tient à cœur, puisqu'on en a parlé, et vous m'aviez dit l'énergie naturelle. Vous voudriez que la Guadeloupe soit le plus vite possible indépendante par rapport à ça. Et moi, je voudrais savoir, notamment aux abîmes, est-ce que vous avez mis en place, je ne sais pas, des panneaux solaires sur vos immeubles? Qu'est-ce que vous avez fait justement pour participer à cette indépendance énergétique? Mais la ville s'est inscrite résolument, durablement dans l'agenda 21, avec une de ses déclinaisons, le plan climat-énergie territorial, qui prévoit justement les moyens, notamment en termes énergétiques, hein, de lutter contre l'émission de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique. Donc nous sommes en plein dedans et nous sommes d'ailleurs peut-être la seule commune à être aussi en avant concernant notre plan climat-énergie territorial. Et l'agenda 21, nous avons été pratiquement deuxième, hein, ou ex-aequo avec Saint-Louis de Marie-Galante, en tout cas Marie-Galante, en matière d'agenda 21. Donc nous sommes en pointe là-dessus et nous avons à cœur évidemment de nous inscrire résolument dans ce combat planétaire pour la sauvegarde de notre écosystème, hein, à travers la lutte contre le changement climatique, parce que si la planète chauffe trop, on sait très bien qu'il y a des conséquences. C'est des cyclones beaucoup plus dévastateurs, c'est des sécheresses là où il n'y en avait pas, c'est des inondations là où il n'y en avait pas, c'est un climat complètement déréglé, c'est aussi des famines, des gens qui vont migrer par dizaines de milliers, et donc créer des désordres sociodémographiques dans d'autres pays, engendrer parfois des guerres, etc. Donc on sait que, et du chômage, et tout le cortège d'abominations qu'il y a derrière ça. Donc on sait que cet enjeu-là conditionne tous les autres. C'est le premier, c'est l'urgence écologique, particulièrement énergétique. Donc il faut produire propre, il faut produire sans trace carbone, il faut développer les énergies renouvelables. Nous sommes en Guadeloupe un pays où il y a le soleil en abondance, du vent, les alizés, l'énergie marémotrice, nous sommes entourés de mer, et la géothermie, nous avons un volcan et ses alentours à Bouillante. Nous avons tout pour être autonomes très rapidement en matière d'énergie renouvelable. Donc l'enjeu est économique évidemment pour nous, une indépendance aussi quelque part au moins énergétique pour nous, mais l'enjeu aussi c'est d'entrer dans le concert planétaire de lutte contre le réchauffement climatique, et ce n'est pas le moindre. C'est un combat qui se mène à tous les niveaux, au niveau de la COP21, des grands États, et on peut déplorer le comportement cynique, criminel, et c'est un criminel. On a des criminels de guerre, mais il y a des criminels aussi qui, sans faire la guerre, par leur comportement, leur responsabilité politique, comme M. Trump, c'est un criminel pour moi de guerre, comparé même à un nazi, parce que les conséquences de son comportement, à terme, vont se chiffrer par des milliers, des centaines de milliers de morts. Si on continue, si on n'a que des crimes pendant encore quelques décennies, eh bien c'est l'humanité dans sa vie, même sa survie qui est menacée. Donc c'est vraiment un criminel de guerre potentiel, un criminel contre l'humanité. Donc il y a cette responsabilité politique majeure que nous devons tous assumer à tous les niveaux, à tous les échelons territoriaux, au niveau de la Guadeloupe et au niveau des villes, des communes, comme nous le faisons à la ville des Abîmes et à Cap Excellence. En tout cas, il est 13h05, on va conclure là. Juste un tout petit mot, Éric Jalton, et on va se quitter. Les victoires successives de Servat et de Théophile vous laissent un boulevard pour la mairie? Non, nous permet déjà d'avoir 2 parlementaires abîmiens, 2 victoires communautaires. En tant que maire des Amis, je m'en réjouis. Oui. Et le boulevard, je ne sais pas, non. Ils ont la capacité d'être candidats aux élections municipales. Ce n'est pas la députation qui leur offre, qui leur enlève cette capacité. Je pense qu'ils ne vont pas se gêner. Non, ça distribue les rôles. Ça montre à la population que chacun peut travailler là où il occupe ses responsabilités. Je n'ai pas voulu être candidat à la députation, 3 mandats me suffisaient, je me parlais c'est raisonnable. La loi même l'a pratiquement corroboré cette volonté personnelle, donc j'étais obligé aussi, mais c'était un choix aussi personnel.
Je suis maire des Abîmes, président de Cap Excellence. Nous avons des parlementaires qui ont du travail, qui le fassent. Et je pense qu'on peut fonctionner ainsi pour un certain temps. Oui. Et même le plus longtemps possible. Ça me paraît bon équilibre des forces. J'ai bien compris le message. Les différentes composantes de l'échiquier politique abimien, les principaux, ont chacun des responsabilités lourdes à assumer avec leur équipe. Eh bien, les conditions sont réunies pour travailler. Si on veut déterrer la hache de guerre pour aller encore à coup de hache et diviser le peuple abimien, moi je veux bien. Je suis un homme, je suis un combattant. Et je me tiens prêt. Donc en 2020 ou 2021, je verrai. Et vous serez là. Je verrai si il y a nécessité que je sois encore de la partie. C'est pas une obligation. Je n'ai pas laissé un trésor américain que je dois sauvegarder. Ce n'est pas un héritage. Donc je ne suis pas obligé d'être maire à vie ni une troisième mandature. Mais je le souhaite a priori, puisque je pense qu'on aura encore beaucoup à faire dans le cadre de l'agenda 21. La rénovation urbaine des Abîmes, acte 2, attaquer Vieux-Bourg, d'autres quartiers. Nous avons l'expérience. Pourquoi changer d'équipe? Pour la renouveler sans doute. Mais il faut nous laisser dans notre dynamique, je pense. Je pense qu'au bout de 3 mandatures, je serai capable de laisser avec les équipes successives qui m'auront accompagné un bel héritage aux générations futures pour des Abîmes et Cap Excellence qui vont résolument vers l'excellence. Ce sera votre dernier mot. Merci en tout cas, Éric Jalton, d'être venu répondre, on va dire, sans langue de bois à nos questions de notre conseiller Marie-France Moujouetna et moi-même. Et puis on va prendre notre page de pub et on se retrouve tout à l'heure pour le journal et nos prochains invités. Voilà, il est 13h13 dans le ZCL. On repart tout de suite en direct de Radio Tension, il faut le dire. Oui. Peut-être bientôt de Radio Soufaya et de Radio Radio Soufaya Altitude et Saphir FM. Bientôt, mais pour l'instant, on revient aux actualités. Dans un instant, on va recevoir Gladys Démocrite pour parler du problème des taxis. On en a dit 2 mots tout à l'heure. Et aussi Issa Nadja, c'est son nom, mais enfin on l'appelle plutôt Isabelle Adonis. On va parler avec elle de ce village couleur créole, de cette 22e foire internationale qui se fera à Milan en Italie du 2 au 10 décembre. C'est tout à l'heure, mais tout de suite les infos avec Mendy. Et oui, je vous le disais en titre, hier, les conseillers régionaux se sont réunis pour la 4e plénière de l'année pour d'une part adopter le budget supplémentaire pour l'année 2017, mais surtout au cœur des discussions, eh bien, c'est l'après-Maria, la question de la subvention allouée aux communes de la Guadeloupe qui ont été touchées par l'ouragan, mais également la question des aides pour les entreprises. On fait le point avec ce reportage de Charlie Dagonia. Du président du conseil régional, j'ai soutenu cette motion pour demander l'absence de suppression puisqu'il s'agit de 1979 emplois aidés qui seront supprimés s'il n'y a pas le maintien, mais surtout il y aura une recrudescence du chômage qui est déjà en Guadeloupe 2 fois plus élevé que celui de la métropole et surtout pour les jeunes qui atteint 55%. C'est considérable, donc nous entendons conseiller régional, conseiller du département également, mais aussi avec les parlementaires, sénateurs et députés, agir d'une même voix, faire front commun pour justement que la voix des Guadeloupéens soit entendue valablement au niveau du gouvernement. Enfin, déjà que la région a fait un très gros effort en matière d'aide après le cyclone de Maria. La deuxième chose, c'est surtout la formation professionnelle et Mme Gine Ferlino qui est déléguée l'a bien expliqué comment accompagner les jeunes à la formation, qualifiant diplômante, les jeunes en chemin de justice que nous formons actuellement de manière à leur donner la chance de trouver un travail. Nous avons parlé aussi des difficultés que nous rencontrons concernant cette histoire d'arrêt des emplois aidés. Et quand je parlais du nouveau modèle économique, c'est en ce sens un peu ce que nous voulons dire. Créer un nouveau modèle économique, permettre aux jeunes de créer leur propre entreprise, créer des emplois durables. Et c'est un peu ce travail que nous voulons faire au niveau de la région. Nous avons voté un budget supplémentaire sur les travaux aussi que nous allons entamer, accompagnement, des giratoires. Nous avons parlé de la piscine de Basse-Terre et que nous allons prendre en commission permanente une délibération pour les accompagner la CSBT à hauteur de 300 000 € pour les réparations, car il y a 40 000 enfants qui aujourd'hui ne pratiquent pas leur discipline. Et Mme Panchard et le président de l'association des nageurs me l'ont signalé, donc on ne pouvait pas rester insensible. Par la suite, avec le président
de la communauté de communes du Nord-Basse-Terre et le maire de Petit-Bourg, nous avons pris des engagements pour pouvoir réparer, finir les bases nautiques de Petit-Bourg, de Sainte-Rose, des giratoires aussi de Routa, la 2x2 voies Beau-Soleil-Lamentin. Enfin, ce sont plusieurs travaux que nous allons lancer, notamment le pont de Bananier, le deuxième pont qui mérite d'être fait. Des études sont lancées déjà là-dessus. Donc voilà, c'est un budget supplémentaire. Pourquoi nous avions eu 27 millions supplémentaires? Parce que nous avons fait des économies de fonctionnement. Et aujourd'hui, ça nous permet d'avoir une marge de manœuvre pour pouvoir travailler dans l'intérêt des Guadeloupéens. Et depuis le 19 septembre, le conseil départemental a manifesté son soutien aux communes les plus touchées par l'ouragan Maria. La présidente, Mme Jette Borel-Lincertin, accompagnée d'une délégation de conseillers départementaux et de techniciens, a ainsi effectué un déplacement à Terre-de-Bas, puis à Terre-de-Haut. Ça s'est donc passé hier. Il s'agissait notamment d'évaluer en présence des maires les dégâts de l'ouragan Maria sur les deux îles du Sud, ainsi que sur les bâtiments et infrastructures relevant du patrimoine de la collectivité, en particulier les collèges, les routes, les ports et les aérodromes. Un reportage de Stanley Manicor. Répondre à l'appel, je crois que c'était important pour moi de venir à la rencontre. Dès le soir du cyclone, j'étais présente par le téléphone, ensuite nous avons été coupés, donc il était important que je vienne, d'autant plus que les routes principales, ce sont des routes départementales. Nous avons le collège, un collège à Terre-de-Bas, un collège à Terre-de-Haut. Nous avons aussi le SDIS qui a souffert à Terre-de-Haut et à Terre-de-Bas. Donc c'était important d'être là. Et au-delà, de dire à la population saintoise, qu'elle soit de Terre-de-Bas ou de Terre-de-Haut, que nous allons aussi accompagner, modestement certes, mais nous allons accompagner par un fonds de secours. Un fonds de secours qui devra être activé à partir du moment où les maires auront identifié les personnes les plus en difficulté pour qu'on les accompagne. Donc une très très belle journée, et je pense qu'à travers les propositions des maires, à travers leur réponse sur là, leurs félicitations parfois, je crois que nous avons fait ensemble un travail important pour les Saintes. Donc les personnes qui sont en grande difficulté, qui ne pourront pas refaire leur toit ou encore leur porte ou autre, donc les accompagner directement, modestement, peut-être 5 ou 6 000 euros. Oui, je dis à la population, vous voyez, il faut croire au maire, il faut croire au notre conseil municipal, parce que nous tenons bon la route, faisons tout ce qui est en pouvoir pour pouvoir faire avancer le Terre-de-Bas. Nous avons une satisfaction sur toute la ligne, toutes nos demandes ont été exaucées, et c'est la preuve que nous sommes présents, nous sommes entendus. Terre-de-Bas va se relever, Terre-de-Bas commence déjà à se relever, et d'ici le rendez-vous à tous les collègues, d'ici la Toussaint, d'ici la fête de fin d'année, on va pouvoir passer un bon moment agréable ensemble, et que vive Terre-de-Bas. Il y a un constat qui est fait par la présidente du conseil départemental dans sa compétence, et donc voilà, nous sommes actuellement sur le site du Fort Napoléon, et c'est vrai que il y a des travaux, des signalisations à mettre en place. Nous avons sur la route départementale des travaux à réaliser. Les deux institutions majeures, pour l'instant, jouent leur rôle. Donc maintenant sur le terrain, ça devrait se concrétiser par des travaux. C'est vrai que ça prend du temps, mais avec bien entendu la collectivité, l'institution régionale, l'institution départementale, voilà, nous sommes en phase. Nous avons une cité touristique qui vit du tourisme. Si nous voulons avoir du monde pour cette saison, je crois qu'il fallait que tout le monde se mette au travail, ce qui a été fait. Voilà, donc pour une partie de l'actualité, on va accueillir notre invité. Oui, le deuxième invité, c'est Gladys Democrite. Bonjour. Bonjour. Alors, depuis quelques jours, on a l'impression qu'il y a comme une guerre sur le port entre les taxis et les autres moyens de transport, puisque les taxis ne sont pas autorisés à venir, entre guillemets, chercher des croisiéristes. Le représentant de l'État français ici refuse d'appliquer la loi. Quel est véritablement le nœud du problème, Gladys Democrite? Alors, il ne s'agit pas d'une opposition entre les différents transporteurs. Oui. Tous les transporteurs se retrouvent dans la même situation face aux autorités préfectorales qui doivent mettre en place un arrêté préfectoral qui va organiser le transport sur le port. Oui. La question qui se pose, c'est comment on applique la loi, et déjà, est-ce qu'on l'applique? La préfecture fait des propositions, enfin c'est une réunion partenariale qui a fait des propositions mais qui a été actée par la sous-préfecture,
Et donc ces propositions, pour nous, collectifs de taxi, ne respectent pas la réglementation. Alors il y a eu plusieurs éléments dans cette histoire, puisqu'il y a eu des négociations, il y a eu des mobilisations informelles. Là, aujourd'hui, le dernier point, c'est que nous avons été reçus par la sous-préfecture. Alors, c'est le collectif des taxis. Hein. Quand on dit nous, c'est le collectif des taxis. En fait, je disais, le collectif des taxis a été reçu par la sous-préfecture, mais au-delà du collectif des taxis, c'est-à-dire qu'à la suite de la conférence de presse que nous avons fait lundi, la sous-préfecture a jugé utile, visiblement, de pouvoir réunir l'ensemble des professionnels qui interviennent dans le port pour le cadre de la croisière. Donc, la réunion que nous attendions depuis le 17 août a finalement été convoquée pour 2 jours après cette conférence de presse, pour mercredi dernier. Et donc, lors de cette réunion, en fait, on a été convoqués pour pouvoir valider toutes les mesures que la sous-préfecture avait déjà entérinées. Et la difficulté, c'est que ce que nous demandions et ce que nous dénoncions n'a pas véritablement été entendu. Alors, quelles sont les revendications précises que vous... Si ce n'est... je termine mon propos quand même, si ce n'est la ZUPC, c'est-à-dire le fait que l'ensemble des taxis puissent avoir accès au port. Oui. Alors, j'explique. En fait, vous avez ici en Guadeloupe plusieurs types de transporteurs. Il y a les légaux et les clandestins. Les clandestins, c'est ceux qui prennent une voiture, qui se mettent devant le port et qui essayent d'alpaguer les croisiéristes. Eux ne sont pas concernés. Mais il existe quand même 3 types de catégories de transporteurs dits légaux, c'est-à-dire qui sont référencés, connus par les autorités. Il y a les taxis, les VTC et ce qu'on appelle les transporteurs occasionnels. Ils ont chacun un statut juridique différent. Et c'est vrai que ça a pu poser problème d'avoir 3 catégories de transporteurs qui ont des missions qui peuvent sembler les mêmes, mais le statut bien délimite les choses. Et la loi a réglementé les choses et a réglé le problème, a donné sa place à chacun. Et la loi, elle est claire, elle dit que sur les voies ouvertes à la circulation publique, seuls les taxis ont le droit de stationner, d'attendre le client pour pouvoir lui donner une prestation. Sur le port, c'est public. Les voies qui sont à l'intérieur du port sont des voies ouvertes à la circulation publique. Ça n'est pas nous, le collectif de taxis, qui le disons. C'est une note, puisque la question était posée au ministère de l'écologie, c'est une note du ministère de l'écologie qui le dit, spécifiquement pour le port autonome de la Guadeloupe. Et c'est les autorités préfectorales qui ont transmis cette note à l'ensemble des acteurs. Et malgré ça, la réglementation qui s'applique sur la voie publique, c'est-à-dire le fait que les VTC et les transporteurs occasionnels n'aient pas le droit de stationner sur la voie publique en attendant le client, ils peuvent, s'ils ont une commande préalable, venir récupérer leur client, mais ils n'ont pas le droit de rentrer sur le port, d'attendre que le client arrive à eux. Alors à cela, la préfecture propose de mettre un intermédiaire entre les croisiéristes et les autres transporteurs en disant mais il y aura une commande préalable puisqu'il y aura cet intermédiaire qui viendra qui va vendre en fait aux croisiéristes les prestations des VTC, des transporteurs et des taxis. Seulement, pareil, la loi l'interdit puisque sur les voies de circulation ouvertes à la circulation publique, il est interdit d'avoir un intermédiaire entre les transporteurs et le client. Donc la préfecture nous soutient qu'à l'intérieur du port, malgré le fait que ça soit un établissement public, malgré le fait que leur ministère, le ministère de l'écologie, a écrit une note qu'eux-mêmes ont produite qui dit qu'il s'agit d'une voie de circulation ouverte à la circulation publique. Malgré tout, la sous-préfecture nous fait comprendre que nous n'avons rien compris. Qu'est-ce qui explique cette résistance de la préfecture à l'application de leur loi, enfin, j'ai envie de dire alors nous, on se dit qu'il y a comme une détermination à avoir une interprétation très particulière de la loi. Donc, quelque part, c'est un gros marché, en fait, le marché des croisiéristes. Surtout en cette période, il va y avoir 50 navires qui vont arriver dans les jours qui viennent, détournés de Saint-Martin, par exemple. Tout à fait. Le marché est naturellement destiné aux taxis et aux autres transporteurs s'ils ont une commande préalable. C'est comme ça que les choses ont été pensées et c'est la cohérence de la loi. Simplement, il y avait une tradition avant, ça date de 1998, c'était les tour opérateurs, les agences de voyage qui
prenait les commandes et les donnait aux taxis à l'époque aux ancêtres des VTC. Tout s'explique. Voilà, exactement. Ça se passait comme ça en 98, il y avait une convention. Bon, entre-temps, la législation a évolué. La préfecture avait l'obligation de réglementer la circulation au sein du port. Ça n'a jamais été fait. On est en 2017, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, aucun arrêté préfectoral n'a été pris jamais sur le port pour pouvoir réglementer la circulation au sein du port, alors que c'est de la responsabilité des autorités préfectorales. Donc aujourd'hui, ils veulent réglementer, mais ils veulent réglementer en désorganisant en fait les transporteurs guadeloupéens, en mettant les VTC contre les taxis, en faisant croire que les taxis ne veulent pas que les VTC et les autres transporteurs rentrent sur le port. Or, nous, ce qu'on demande, c'est qu'ils puissent rentrer avec une commande préalable. C'est la loi en fait qui l'impose. Et donc cette désorganisation, déjà va desservir la destination Guadeloupe, parce que aujourd'hui ce qui se passe, c'est que quand un croisiériste arrive, entre les clandestins qui sont à l'extérieur, qui essayent de réduire les prix, et entre à l'intérieur les VTC, les transporteurs occasionnels qui n'y sont pas encore, et les taxis, c'est un peu la foire d'empoigne. Donc il y a des problèmes de sécurité, et c'est vrai que tout ça, ça va dans le sens des agences de voyage. Donc il y a un lobby derrière, j'ai bien compris ça. Qui elles pourront rafler les choses et vendre en disant aux touristes et aux croisiéristes, attention, quand vous arrivez sur le port de la Guadeloupe, c'est complètement la désorganisation, ce que veulent faire les autorités préfectorales. Ne prenez surtout pas les transporteurs, ne descendez même pas, commandez à l'avance vos transports, et voilà, on aura encore plus de cars. Et au-delà, c'est pas le problème des cars, c'est que ce type de découverte de la Guadeloupe ne permet pas déjà aux croisiéristes d'avoir un rapport plus personnalisé, plus authentique, mais aussi ne permet pas à l'ensemble des Guadeloupéens de vivre de cette croisière. Et c'est ce que nous souhaitons. Et lundi, si les choses ne rentrent pas dans l'ordre, blocage, c'est bien ça? Évidemment, oui. Évidemment, puisqu'on a tout fait, on a demandé audience, on a participé à toutes les réunions, on a prouvé, justifié ce que l'on dit. Le ministère même de l'écologie justifie, va dans notre sens. On a écrit, au final, on a menacé. Là, aujourd'hui, le temps de l'action est arrivé. Donc, il reste... le prochain bateau arrive mardi. Et il y a... Je vous donne juste un simple exemple des méthodes des autorités préfectorales. En réunion mercredi, il a été décidé qu'il y aurait une phase de transition, puisque l'arrêté préfectoral est prévu pour mi-novembre. Il a été dit de façon textuelle en réunion qu'on allait en fait réactiver les cartes, c'est-à-dire la possibilité d'entrer au sein du port, les taxis qui avaient cette possibilité-là, et les VTC aussi. Il s'agissait de réactiver ceux qui avaient l'année dernière l'habitude d'y rentrer, puisqu'il s'agit d'une période transitoire jusqu'à l'arrêté préfectoral. Donc, on a dit ça aux taxis, les taxis se sont présentés au port, on leur a dit non, rien n'est encore organisé. Nous avons reçu un mail à 22h et hier soir pour nous dire que tous les taxis qui souhaitent, et pas seulement ceux qui étaient déjà sur le port, peuvent aujourd'hui de 8h à 13h. Donc on a l'information, les organisations syndicales ont l'information à 22h et ils doivent le transmettre aux taxis pour qu'ils soient opérationnels juste cette matinée. Sachant que les autres transporteurs ont bien évidemment été informés avant, ont déjà préparé parce qu'il y a un certain nombre de documents, de dossiers. Donc les méthodes sont déloyales, il faut le dire, et il faut le dire aussi, les autorités préfectorales font preuve d'une malhonnêteté intellectuelle qui est difficilement compréhensible. Il est 13h30, on va prendre la page de pub. Juste un petit mot, Gladys. Combien de personnes sont concernées par cette affaire? Combien de taximens? Il y a 450 taxis en Guadeloupe. Et c'est une profession qui se renouvelle, qui se rajeunit. Il y a eu 35 nouveaux jeunes taxis qui arrivent. Il y a de l'argent, il y a un marché pour tout le monde, il y a du travail pour tout le monde. C'est une vraie manne si on arrive à bien s'organiser au niveau du port, mais au-delà. Mais il ne faut pas que les autorités préfectorales jouent contre les intérêts des Guadeloupéens. Lundi, donc, bras de fer. 13h31, la page de pub, le journal ensuite, et puis rendez-vous avec Isabelle Adonis, avec elle on va parler, je vous l'ai dit, du village couleur créole et des saveurs d'outre-mer. Ce sera à Milan en décembre prochain. Pub tout de suite, ne nous quittez pas, nous sommes toujours en direct.
Voilà, retour donc pour ce troisième partie du ZCL en direct de Radio Haute Tension avec Mendial Info. On va tout de suite boucler le journal pour avoir le temps de parler avec Madame Isabelle Flandrina Adonis, qui est la patronne d'International Management Consulting, ce qu'on appelle Isanadia. C'est à vous, Mendy. Et depuis le passage de l'ouragan Maria, la ville de Gosier met plusieurs actions en place pour permettre à la population de retrouver un environnement sain, mais également pour éliminer toute source de danger liée à la chute d'arbres fragilisés. Et ainsi, depuis la semaine dernière, il procède donc à la remise en état de la source de Poussette. L'Office national des forêts s'est donc mis aux côtés de l'équipe d'abattage de la ville afin d'apporter ses connaissances des espèces et son savoir-faire pour le traitement, l'abattage et l'élagage d'arbres de hauteur et poussant dans l'eau pour une intervention sécurisée. Mais on regarde ce reportage signé Olivier Félix. La semaine dernière, on essaie de remettre ce site-là en point parce que c'est quand même un site assez fréquenté et qui a un passé dans l'histoire de la commune du Gosier. Il y a les agents communaux du service environnement du pôle propreté. Il y a les agents du parc qui font tout ce qui est en élagage en hauteur aussi au sein de l'espace en eau, parce qu'il fallait avoir un tracteur et pour enlever tout ce qui est dedans à l'intérieur. Et il y a aussi l'association Frère Mango, qui est une association du Gosier qui travaille avec l'insertion des jeunes en difficulté et qui, depuis lundi, est avec nous jusqu'à vendredi. Ça se passe assez bien. Je pense que d'ici le 20 octobre, le site sera opérationnel, la semaine prochaine. On fait le maximum parce qu'après le nettoyage, il va falloir faire passer le catcher parce que c'est vrai que les allées sont très sales, les allées ont souffert du passage de Maria. Et donc après, je pense que d'ici le 20, on se bat pour que au moins le 20, que ça soit opérationnel. Et après, on va se rendre sur le site de Pavé qui se trouve à Grande Ravine, qui a été lui aussi assez sévèrement touché par le passage de Maria. Les jeunes se sont très bien intégrés. Ils ont suivi le personnel de la mairie, ils ont su faire ce qu'on leur demandait. Ça se passe super bien en fait. Alors ce que j'aime en fait, c'est qu'on apprend à tailler les arbres, on ramasse les feuilles, donc en fait on nettoie. Ce qui est bien, c'est qu'on nettoie notre commune, vous voyez. On a intégré ce projet grâce à Flamango, en fait c'est notre association, l'association de notre commune, qui nous a proposé ce projet et en fait on a adhéré tout de suite. Et je voulais faire mes remerciements à l'association Flamango et à monsieur le maire de nous avoir permis de faire ce projet. Et en bref, notez que cet après-midi, Madame Jette Borel-Lincertin va se rendre donc sur la route des Mamelles afin de procéder à sa réouverture totale suite aux importants travaux réalisés par la collectivité. Des travaux notamment qui ont permis de purger parfois jusqu'à 20 mètres de hauteur des blocs de terrain stables, déraciner des arbres qui menaçaient de tomber, dégager d'importants glissements de terrain, sécuriser des talus par des glissières en béton armé ou encore libérer les trottoirs et accotements sur environ 16 km. Ça aura donc lieu cet après-midi aux alentours de 15h. Et on termine avec ce sujet, je vous le disais en titre, depuis 2016, la marque Ordinaire, marque patrimoniale de la Guadeloupe, apporte son soutien au monde associatif local avec son opération Canette Coup de cœur. Et bien après un vaste appel à candidature entre mars et avril 2017, et bien c'est Pibel Larry qui a été sélectionné Coup de cœur 2017. Une canette collector aux couleurs de l'association va donc être mise en vente en édition limitée dès ce mois d'octobre et permettra donc à celle-ci de récolter une somme d'argent sur chaque pack vendu. L'association va donc recevoir 12 centimes d'euros par pack de 6 canettes. Mais je vous propose d'écouter ce reportage tout de suite de Maxime Morel. On a répondu à l'appel à projet et on a été très agréablement surpris par le nombre d'encouragements et d'appui qu'on a pu avoir du public. Cofrigo nous a fait le plaisir de nous sélectionner et de nous retenir pour ce prix, qui est le bienvenu parce que ça nous permettra d'accélérer et de mener beaucoup plus facilement nos actions. L'Ordinaire a lancé il y a 3 ans son projet de canette coup de cœur collector. Et cette année, on avait reçu beaucoup de dossiers de partenariat pour la canette coup de cœur. Ça a été compliqué de choisir. Chaque association défend un projet qui est merveilleux en soi. On a tranché sur l'association Pibel Larry, qui avait déjà des actions menées, qui avait déjà commencé un long travail. Et il nous a paru évident de les rejoindre pour pouvoir continuer avec eux
ce magnifique travail, ces magnifiques actions qui avaient déjà commencé sur le quartier de Pointe-à-Pitre. Donc on est très très contents, tous les membres de l'association sont ravis de cet appui. Sans compter que l'ordinaire est pour nous une boisson un peu légendaire puisqu'on on a tous connu cette boisson depuis notre enfance. Donc on est attaché, on va dire, un peu affectivement à cette boisson et donc on est vraiment ravis de ce. Et enfin, notez, si vous êtes du côté de Morne-à-l'Eau ce week-end, ne manquez pas ce débat causerie qui va se tenir donc au restaurant Le Citron Vert avec Michel Macaya-Zénon. 2 thématiques seront traitées à cette occasion. La journée nationale du commerce de proximité, atouts et enjeux, et également la place du petit commerce dans les cœurs de ville. Voilà donc pour l'information d'Annick. Et je rappelle que c'est aujourd'hui l'ouverture officielle du Festival international des droits de l'homme et que hier soir, il y avait au cinéma Rex, il faut le dire, un film qu'il faut voir, qui s'appelle Détroit. C'est un film qui relate un peu les événements qui ont eu lieu aux États-Unis en 1967. Il y a eu des émeutes très graves entre les populations noires et blanches de l'époque et le rôle de la police dans cette affaire-là est justement démontré dans un film de Madame Bigelow, un film qu'il faut voir. Et à partir de ce soir, donc tous les soirs, il y a donc jusqu'au 20, je crois, une série de films à voir dans le cadre des droits de l'homme. Et, faut-il dire, Mendy, c'est aussi ce soir, demain soir que Rosa Monza sera en direct, il faut le rappeler, de Sonis. C'est bien cela, hein, Rosa Monza, que vous avez reçu très aimablement. Voilà, on va quitter l'information directement, on va entrer dans un autre type d'événementiel. Il s'agit donc du village couleur créole, saveur des Outre-mer. Et pour cela, on reçoit Isabelle Flandrina Adonis. Bonjour. Bonjour, Danick. Merci d'être avec nous. Alors, je suis un petit peu étonné parce que habituellement, les foires artisanales se font à Paris, se font à Marseille, se font peut-être même à Monaco ou à Nice. Et là, cette fois-ci, vous partez un peu plus loin. Oui, mais si vous avez bonne mémoire, je vous avais annoncé que l'objectif et l'ambition de ce village, c'était d'aller un peu ailleurs, d'aller à l'étranger. Nous avons donc rodé la manifestation, si je puis dire, en territoire connu. Mais maintenant, il s'agit de jouer dans la cour des grands et d'aller un petit peu à l'aventure. À l'international. D'ailleurs, Isanaja, c'est international management. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est pas étonnant. Alors, comment se sont faits les contacts avec les Italiens? Je ne sais pas, vous parlez un petit peu italien? Pas du tout. Donc, tu parlais en italien? Pas du tout. Mais ça n'empêche rien. En fait, déjà sur la foire de Nice, nous nous sommes rendus compte que les Italiens étaient très intéressés par nos produits, qu'ils étaient très gourmands et gourmets et qu'ils souhaitaient, ils se renseignaient beaucoup à savoir s'il y avait des points de vente, s'il y avait des lieux où ils pouvaient trouver nos produits ou s'il était possible de les commander par Internet. Oui. Donc, à partir de là, nous nous sommes renseignés également au niveau de certains exposants afin de savoir s'ils connaissaient cette foire. Certains en avaient entendu parler. Et il semblait que ce soit l'une des plus grandes foires en Europe en matière d'artisanat. Et nous avons fait nos recherches. Donc, j'ai contacté Artigiano in Fiera et je leur ai fait la proposition d'installer le village couleur créole et saveur outre-mer au sein de leur organisation, ce qu'ils ont trouvé extraordinaire parce qu'en fait, ils avaient déjà fait des approches, comme ils participent à la foire de Paris, ils avaient déjà approché certains artisans, ils avaient même approché la chambre de métier à la foire de Paris, mais il n'y avait jamais eu de suite. Donc là, nous entrons dans une nouvelle phase, je dirais, constructive en termes de conquête et de démarche commerciale. Et pour la première fois, un village créole, un rassemblement d'entreprises antillaises et ultramarines se retrouve à Milan, en Italie, dans la plus grande foire artisanale du monde et donc l'une des plus grandes foires en termes de culture et de tourisme. Alors, qu'est-ce que la Guadeloupe peut apporter à cette foire, je veux dire, du point de vue de la diversité de notre artisanat, du rhum, des confitures, enfin, je ne sais pas, je pose la question, qu'est-ce qui est prévu? Vous auriez même pu continuer, c'est bien ça? Ah, j'ai pu continuer, oui, tout à fait. Porter donc, du boudin, on peut porter des acras, des bouquets. Non, oui, ça, oui, on l'aura. Boudin, je ne sais pas, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, oui,
Accra et Bokit et Sorbet, mais on essaie d'avancer avec là. Alors tout est en cours, on aura des choses qui vont se préciser parce qu'en fait nous avons perdu un mois avec les intempéries, avec les grosses catastrophes que nous avons connues. Donc nous essayons de rattraper le temps perdu et il s'avère qu'effectivement nous avons des retours de plus en plus positifs. Nous essayons d'aller sur des produits très innovants, très originaux, mais je vous en dirai davantage. Et surtout, cette année, nous avons une action du CTIG très dynamique sur le terrain. Donc ils vont commencer à faire une communication très active en B2B, donc avec les opérateurs, les tours opérateurs, etc. Et en B2C, pour qu'il y ait l'information déjà en Italie en amont, que nous serons là et qu'il faut venir nous voir. Nous avons réussi à négocier avec la foire la possibilité de réaliser, comme nous le faisons souvent, le cocktail, un petit cocktail de bienvenue sur l'espace créole avec l'inauguration sur l'espace créole. Donc le président de la foire italienne et les médias italiens seront présents sur cette manifestation et ça pour nous c'est quelque chose de très important. Alors ça signifie qu'on aura un espace quand même assez important là-bas. On ne sera pas, comme on dirait, dans Titouchout, non? Non, nous serons... Alors nous essayons d'être dans une dynamique de créer un espace outre-mer. Donc nous allons commencer avec une centaine de mètres carrés, voilà, et c'est en train de bouger un petit peu, donc je me demande s'il n'y aura pas un petit peu plus, puisque là on a vraiment de bons retours. J'avais des rendez-vous ce matin, j'en ai d'autres la semaine prochaine, j'en ai cet après-midi. Ça va jusqu'en Martinique, des Martiniquais pourront nous avons normalement deux exposants de la Martinique, j'attends d'autres réponses. Mais parce que, je vous dis ça Isabelle, parce qu'on est vu en France en ce moment, et il y a des Guadeloupéens qui sont installés, enfin des Antillais qui sont installés là-bas et qui font aussi de l'artisanat, j'ai envie de dire antillais, mais en France, est-ce que ces gens-là peuvent vous contacter si jamais ils regardent cette émission? Bien sûr, j'ai d'ailleurs des entreprises avec lesquelles je suis en contact qui sont là-bas, qui sont aussi installées là-bas et qui doivent revenir vers moi pour valider leur participation ou pas. Donc c'est vraiment quelque chose de très collégial, de très fédératif. On essaie de faire quelque chose de vraiment très dynamique. Le salon, la foire internationale de Milan, c'est 1,5 million à 2 millions de visiteurs sur les 8 jours. Est-ce qu'on aura suffisamment de produits? Parce que si vous avez dit tout à l'heure que les Italiens étaient gourmets et gourmands de nos produits, j'avais dit qu'il va falloir porter beaucoup de rhum, par exemple. Oui, et puis pas que du rhum. Vraiment, on essaie d'avoir des produits vraiment innovants. L'agro-transformation sera là. Mais il y a aussi l'artisanat d'art. Nous avons l'artisanat d'art, donc les bijoux, la sculpture, les objets décoratifs. Il y a plein de choses. Musique, il n'y aura pas de concert? Non, pas cette année. Non, pas cette année, parce que nous essayons pour l'instant de nous introduire, de nous installer, de repérer et de venir en force. Là, cette année, nous ne visons pas forcément une très grande quantité. Là, c'est la présence. Mais la qualité de la présence et surtout la qualité de l'accueil. Donc, on vise le qualitatif plutôt que le quantitatif. Donc, vraiment quelque chose de... De l'excellence, comme on dit. C'est l'excellence, vous visez l'excellence. Vous me l'avez enlevé de la bouche, cher Danick. Alors, donc, cette foire, si je comprends bien, ça risque d'ouvrir d'autres horizons pour l'artisanat guadeloupéen. Parce que si c'est la plus grande foire artisanale mondiale, ça signifie qu'il y a des gens d'autres pays, d'autres territoires qui seront là et qui pourront demain vous inviter. Absolument, absolument. Il y a une centaine de pays représentés. Pour vous donner une idée, c'est 2 fois la foire de Paris. Donc ça veut dire 310 000 mètres carrés d'exposition, une centaine de pays représentés. Donc la possibilité d'échanger bien sûr avec ces pays, de leur faire découvrir nos produits, mais aussi la possibilité d'être référencés sur la boutique en ligne de la foire, parce qu'ils ont créé une boutique en ligne. Ils en ont une en Angleterre, en France, en Espagne, en Allemagne et en Italie. Donc le fait d'être sur cet espace, de participer, d'être exposant, après une petite étude, nous serons en capacité pour les artisans qui ont le potentiel de production et de commercialisation, de les référencer sur le site en ligne Artimondo, qui leur permettra de vendre leurs produits en direct pendant toute l'année.
Alors, autre chose, l'artisan qui ne vous a pas encore contacté et qui souhaiterait venir, quels sont les paramètres? À quel niveau il faut être de sa production artisanale ou agroalimentaire pour pouvoir participer à ce type de manifestation? Alors, comme je vous disais... Pas de choker, hein? Non. Non, de préférence là. Donc nous avons deux types de cibles. Oui. L'artisan qui a l'habitude, qui est rodé sur les foires, donc qui tourne un peu sur différentes foires, qui sait comment s'organiser, qui a un stock minimum, voilà, qui a un produit qui est étiqueté, il faut un étiquetage. Et bien présenté, absolument. Bon package. Le packaging est important, les supports de communication sont importants, c'est-à-dire à minima la carte de visite, un petit flyer si possible, et mais puis il la capacité... en italien à ce moment-là. Alors, c'est très bien que vous en parliez parce qu'en fait, j'ai contacté des étudiants antillais installés à Milan pour les intégrer aussi à cette manifestation en termes d'accueil et d'aide aux entreprises, parce que nous sommes bien conscients que nos artisans ne parlent pas forcément italien. Oui. Donc il y aura bien sûr le CTIG qui sera là pour faire un petit peu la jonction, pour renseigner les visiteurs en matière de tourisme, mais en termes commerciaux, nous avons fait aussi des recherches de Guadeloupéens. Je suis en contact avec de jeunes Guadeloupéens qui sont installés à Milan, qui se font un plaisir de venir, absolument, de venir nous aider, qui nous ont confirmé en plus que les Italiens sont très à l'écoute, très en attente, et qu'ils sont vraiment très intéressés par les produits de chez nous. Mais même si il n'est pas prévu de concert, mais il y aura quand même de la musique, il y aura du son des oui, bien sûr, il y aura du son. Alors pareil, là, nous n'avons pas voulu faire comme à Nice, où nous avons l'habitude effectivement d'avoir une scène, etc. Là, nous avons voulu vraiment travailler sur la communication, sur l'information, sur la présentation, sur la découverte. L'idée, en fait, c'est d'amener des artisans, d'amener le tourisme, mais de séduire ces personnes qui viennent sur notre espace, qu'ils soient suffisamment conviviaux et chaleureux pour qu'ils aient envie d'acheter tout ce qu'il y a sur le village, et puis surtout qu'ils aient envie de suivre sur la destination et de venir en Guadeloupe. Mais oui, tout simplement. Donc c'est une opération à la fois commerciale, j'ai envie de dire médiatique et touristique, trois niveaux. Bien sûr. Et c'est pour ça que nous attendons aussi la Réunion, la Guyane, la Martinique sont attendus, parce que c'est vraiment un focus qui sera fait sur l'outre-mer, chose qu'ils n'ont pas. Alors Isabelle, vous avez on peut dire l'habitude des foires commerciales, vous êtes maintenant une habitude de ce type de manifestation. Pour vous, c'est la grande foire qu'il ne faut pas rater cette année? C'est le grand moment. Absolument, oui. Parce que, comme je vous dis, il y en a même qui parlent de 3 millions de visiteurs. Hein. Moi, je reste sage, je dis entre 1,5 million et 2 millions. Mais il y en a qui parlent de 3 millions. En plus, la chance d'avoir les médias italiens sur notre espace, l'inauguration, donc double focus médiatique, le CTIG qui fait un travail de grande qualité sur place directement en Italie, avec Atout France, avec leurs contacts là-bas. Donc, la newsletter, donc vraiment une grosse opération, et il faut y être parce que c'est une ouverture. L'objectif, c'est d'ouvrir. Là, je vais avoir des rendez-vous, travailler avec Business France pour avoir des rendez-vous professionnels pour ceux qui peuvent aller en épicerie fine, en grande distribution, etc. Donc c'est vraiment l'opportunité, aussi bien pour les petits de vendre, puisque c'est l'objectif, que pour ceux qui sont mieux organisés et plus structurés, de trouver des débouchés pérennes sur la destination. Dernière question, Isabelle. Quand vous allez à ce type de manifestation, alors finalement, je pose la question, mais c'est une provocation, vous représentez la Guadeloupe ou la France? Je représente l'excellence. Donc, bien sûr, c'est moi ce que je vends. Je suis française, bien sûr. Mais c'est comme si vous me demandiez si je vends la Corse ou l'île. Voilà. Donc, non, on vend bien sûr l'excellence française avec notre spécificité. Nous sommes Guadeloupéens, nous sommes Antillais, nous sommes Caribéens, nous sommes ultramarins, et c'est ensemble que nous arriverons à faire quelque chose. Donc, j'en profite également, puisqu'à chaque fois, à chaque manifestation, je sollicite
sollicite les institutions, les EPCI, les collectivités. Donc, c'est vrai que là, nous avons une opportunité magnifique. Donc, j'attends encore des réponses. Oui. Et j'encourage parce que plus j'ai d'appui, plus j'ai de soutien et plus j'ai de visibilité. Ce qu'il est intéressant de savoir, c'est que ce n'est pas moi que je mets en avant, ce n'est pas Izanaja. Ce que je mets en avant, c'est le savoir-faire et le savoir-être guadeloupéen, ultramarin. Donc il faut que les institutions viennent sur place. Les représentants du conseil régional, les représentants de CTIG est avec nous, donc aucun problème. Mais les EPCI pour rencontrer les gens et pour établir des contacts concrets. Voilà. De toute façon, je vous remercie d'être venu. Je vous propose, et on tiendra parole, peut-être 15 jours avant le départ, de faire un dernier point avec vous, savoir qui sera dans cette place. Mais oui, c'est ça, un petit peu Canal 10 aussi. Est-ce que je peux donner mon numéro de téléphone bien sûr, au cas où, bien sûr. Donc, s'il y a des personnes que j'ai réussi à motiver et à décider, qui hésitaient encore, contactez-moi. Vous n'arrivez pas à les motiver, ce que vous avez dit. Non, mais vraiment, là, je suis vraiment enchantée, parce que là, c'est vraiment une très, très belle opportunité, vraiment. Oui. Donc, l'idée, c'est, comme je vous le disais, ce n'est que la première étape. On va aller plus loin après, mais en tout cas là, l'Italie, Milan, donc en plus l'une des plus grandes destinations en termes de manifestations commerciales au monde, izanaja.consulting@orange.fr ou le téléphone 06 90 40 82 12. N'hésitez pas à me contacter. En général, on dit plus on est nombreux, plus on est de fous, plus on s'amuse. Mais là, je dirais plus on est qualitatif, plus nous sommes ensemble réunis et plus on arrivera à être efficace et à donner une belle image de chez nous. Merci Isabelle. Si vous avez raté le début de cette émission et l'entretien avec Isabelle Adonis Flandrina ou l'inverse, vous avez la possibilité de tout retrouver sur le Facebook du ZCL ou alors simplement sur www.zcl.tv, c'est le replay, et là vous aurez encore tous les renseignements et toute la possibilité de revoir tout ce qui a été dit. En tout cas, on vous remercie d'être avec nous du lundi au vendredi en direct du ZCL et de Radio Tension. On vous retrouve lundi. Sinon, bon week-end à vous. Et Isabelle, je vous dis arrivederci. Arrivederci. Ciao.